Alors, Bezrat Hashem, on va parler de la Haggadah de Pessah. On avait déjà fait un premier cours, moitié Haggadah, moitié à la fin. Et là, je vais essayer, Bezrat Hashem, de vous raconter l'histoire cachée de la Haggadah. C'est ce qui pourra, je pense, aider à ce que nos tables restent nickel pendant la Haggadah. D'accord? Parce que sinon, ça part en banane très, très rapidement. Donc, comment on fait pour que Bezrat Hashem, on puisse raconter et qu'à la fin du Seder, c'est ce que vous avez dit la semaine dernière, à la fin du Seder, on se dise, ah, pour une fois, j'ai réussi. Réussi quoi? Réussi d'aller jusqu'à la On fin. n'a pas spécialement. Oui, jusqu'à la fin, c'est obligé. Jusqu'à la fin, oui. Non, mais avoir réussi à raconter aux enfants qu'ils ont pu rester jusqu'à la fin au moins de ma guide, qu'on a pu finir au moins cette Haggadah. Parce que ce que l'on a dans les textes de la Haggadah, c'est réparti en deux parties. D'accord? C'est réparti en deux. Il y a la première partie qui nous enseigne l'importance de raconter. C'est ce qu'on lit dans ma guide, hein. Et la deuxième partie, c'est va juste donner quelques textes sur la sortie d'Égypte, sur l'esclavage. Mais Tarflès, le fait juste d'expliquer les mots et tout ça, la traduction, n'a rien de spécial. Donc comment on fait pour que Bezrat Hashem puisse raconter, c'est une agada, raconter l'histoire du peuple juif. Bezrat Hashem pour la réussite de tous nos soldats, pour la sortie de tous nos otages, et le Mashiach, c'est que nous. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shakol yamid b'orach. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Tu écoutes? On va accomplir la mise maintenant. Dans la Haggadah, on voit que on commence par Lavan. Parce qu'il faut savoir que l'histoire juive, c'est toujours un rappel. N'oublie pas que Kadosh Baruch Hu t'a fait un puzzle. Le puzzle, c'est que Yaakov, une fois, il était dans la maison de, c'est bon, on va laisser comme ça. C'est pas grave. Dans la maison de Lavan, il s'avère que, une fois, Lavan essaie de l'amadouer et essaie de le faire tomber. Et de là a commencé toute la péripétie du peuple juif, parce qu'ils ont eu les 12 tribus. Yaakov Avinu, il a eu les 12 tribus. Dans ces 12, eh bien, il y a eu Yosef qui a dû descendre en Égypte, etc., etc. C'est pour ça que la Haggadah commence par Lavan. Et on voit que lorsque le Ham Israël il est descendu en Égypte, on était bimtemeat. On était très peu. La Haggadah nous le dit. On était peu. On n'était pas beaucoup. On était 70 néphachot. En tout. 70 personnes. Lorsque Yaakov il est descendu en Égypte pour rejoindre Yosef, parce qu'il y avait la famine, etc., ils étaient 70. Et on s'est retrouvé à plus de 600 000. Après combien de temps? À peu près 150 ans. 210 ans d'esclavage Bessarakol. D'accord? 210 ans d'esclavage. À partir du moment où Yaakov Avinu est descendu, 210 ans. Donc, en 210 ans, faire 600 000, c'est un vrai miracle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est justement ça que la Haggadah vient nous apprendre. Bimte Me'at, on n'était pas beaucoup. Comment c'est passé? Là, il faut expliquer. Il y avait deux sages-femmes. Deux sages-femmes. Comment tu vas? Bon, Hachem. Il y avait deux sages-femmes qui s'appelaient Shifra et Poua. Ces deux sages-femmes-là, en réalité, c'était qui? C'était Myriam et Yocheved. Yocheved qui s'avère être à la fin la maman de Moshe Rabbeinu et Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Ces deux mialédotes-là, elles faisaient partie de la tribu de Lévi qui ne prenaient pas part au travail et de l'esclavage en Égypte. La tribu de Lévi ne prenait pas part à cela parce qu'ils étaient à l'extérieur de l'Égypte. Donc, ils ne faisaient pas partie de l'Égypte, ils ne faisaient pas partie de l'esclavage. Et donc, ces deux servantes, donc Yocheved et Myriam, pardon, pas servantes, ces deux sages-femmes, c'est elles qui a accouché donc les femmes juives et les femmes égyptiennes aussi. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Jusqu'au jour où Paro, il voit que le peuple juif se multiplie trop, trop rapidement, il se dit, ils vont nous esclaver. Les Égyptiennes, elles accouchent pas autant. Un de ces jours, le peuple juif se rebelleront contre nous
et ils vont annexer nos terres, ils vont prendre nos royaumes, et je ne veux pas. Paro, lui, il voulait quand même faire peser quand même la balance vers lui. Il voulait quand même faire montrer une bonne apparence, une belle image de ce que c'est Paro, qu'est-ce que c'est le pharaon. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Yocheved et Myriam à part, il leur a dit, regardez, ce que vous allez faire, moi, je ne veux pas que le peuple juif se multiplie. Donc, lorsque le peuple juif va commencer, donc les mamans vont commencer vers l'accouchement, vous allez prendre le bébé et vous allez mettre 2 morceaux de coton dans leur nez pour ne plus que le bébé respire. Comme ça, c'est écrit dans Midrash. Pourquoi il a fait ça, Pharaon, au début? Parce qu'il voulait pas faire une mauvaise apparence, il voulait pas faire montrer une mauvaise image du souverain et du roi d'Égypte. Jusqu'au jour où Myriam, elle a dit à Pharaon, elle a dit même pas en rêve. Non, on fait pas ça au peuple juif, on veut que le peuple juif continue à se multiplier. Il y a écrit comme ça dans Midrash que Pharaon, il a voulu tuer Myriam à ce moment-là. Comment tu te rebelles contre le roi? Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, Yocheved? Yocheved, c'était la mère de Myriam. Elle a dit, regardez, c'est un bébé, elle a que 3 ans, elle avait que 3 ans. À ce moment-là, Myriam, jusqu'à que Pharaon, il a écouté ses paroles. Elle a dit, d'accord, je ne la tue pas, mais qu'elle fasse attention. Quelque temps après, il voit Pharaon que le peuple juif continue à se multiplier. Il repart voir Yocheved et Myriam et dit, pourquoi vous m'écoutez pas? Il dit, je te promets, je t'écoute, mais nous, on n'a même pas le temps d'arriver. On n'a même pas le temps d'arriver. Le temps qu'on arrive, elles ont déjà accouché. Et on ne va pas les tuer à ce moment-là parce que tu ne veux pas faire montrer une mauvaise image, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que il entende les paroles de Myriam et Yocheved et qu'en fin de compte, il va y arriver. Non, non, mais pas de problème. Ah, chez moi, c'est pire, hein, vous en faites pas. C'est le seul moment où elle va accepter les bonbons ta main. Donc, je te conseille. La Russie. Et donc, écoute bien. Hein. Et donc, Paro, il dit à Yocheved, il lui dit, regarde, j'ai pas d'autre choix. Chaque bébé qui va naître, je serai obligé de le tuer, je serai obligé de le mettre dans le Nil, parce que je ne veux pas que le peuple juif se multiplie. Tu vas faire croire à tout le monde que parce que j'ai la lèpre, donc j'ai besoin du sang de bébé. Ah, mais pourquoi tu fais pas ça aux Égyptiens, etc. Jusqu'à qu'il s'est avéré en réalité que le peuple juif, il avait compris l'entourloupe de Pharaon. Et dans toutes les maisons juives, il y a eu comme un parchemin qui est arrivé dans chaque maison. Chaque bébé qui naîtra, on le jettera dans le Nil. Donc, ou bien vous faites des bébés, ou bien vous divorcez. Comme ça, c'est écrit dans Midrash. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Amram? Le mari de Yocheved, le Gadolador, c'était le Gadolador. Il a dit à sa femme, il a dit, ma femme, on est obligé de divorcer. On peut pas faire un pikuach nefesh. C'est un danger de mort. Pikuach nefesh. Il a divorcé. Et étant donné que le peuple juif allait selon Amram, qui était le Gadolador, tout le monde l'a suivi. Et en fin de compte, tout le monde a divorcé. Myriam, elle est partie voir son père. Elle avait 3 ans. Il dit, papa, Pharaon, il veut tuer que les garçons. Toi, tu veux tuer aussi les filles. Tu veux tuer aussi les filles. Parce que tu fais en sorte que tu ne veuilles pas que ta femme accouche. Et peut-être que l'accouchement, il s'avère que c'est une fille. Et là, Amram, il a dit, tu as raison. Elle avait une prophétie, Myriam. Qu'est-ce qu'il a fait? Au bout de quelque temps, il a remarié sa femme. Il a écrit que le mariage était extraordinaire parce que le Gadolator qui se mariait. Donc tout le monde est venu. Aaron, le, le fils aussi de Yocheved, Aaron à Cohen en fin de compte, il avait que 2 ans. Myriam, elle avait 3 ans. Il a écrit comme ça qu'ils dansaient à côté de leurs parents au moment du mariage. Ils sont venus à quoi exactement? Au mariage. Ouais, c'est d'aller divorcer alors ils se sont remariés. Ils se sont remariés. Et étant donné qu'ils se sont remariés, il y a écrit comme ça qu'ils ont fait un très très beau mariage parce que le Gadol adore. Il est écrit comme ça dans le Midrash. Et les enfants de Yocheved sont partis danser à côté de leurs parents. Et Myriam, elle savait que de cette union allait sortir le Moshiach chez Israël, allait sortir le délivreur du Ham Israël, du peuple juif. Et c'est ça qui est extraordinaire. Parce que de là commence, en réalité, toute l'histoire du peuple juif. Toute la délivrance du peuple juif et en réalité toute l'histoire du peuple juif parce que c'est à ce moment-là, bien des années plus tard, bien quelques temps plus tard qu'on va recevoir la Torah.
Yocheved, elle tombe enceinte directement. Et elle savait, Myriam, que dans le ventre de sa maman, c'était un garçon. Elle dit à sa mère, elle dit, maman, c'est un garçon, mais c'est pas n'importe quel garçon. Elle avait la prophétie. Elle a dit aussi ça à son père. Elle dit, c'est un garçon, mais c'est pas n'importe quel garçon, ça va être celui qui va délivrer le peuple juif. Il la croyait, Amram. Il la croyait. Myriam, c'était l'aîné? Myriam, c'était l'aînée. Elle avait 3 ans, non, elle avait 5 ans, en fin de compte, quand il est né Moshe. 5 ans et 2 ans Aaron. Et alors Yocheved elle se demande comment on va faire. Kadesh Baruch Hu, il a fait en sorte que le bébé il naisse prématuré, à l'âge de 6 mois. Les Égyptiens, ils allaient voir dans chaque maison quand est-ce qu'une femme elle allait accoucher. Et ils vérifiaient qu'il allait accoucher à peu près telle date au bout de 9 mois. Donc, ils savaient, les Égyptiens, que c'était pas le moment. Donc, ils sont pas venus chercher et vérifier il était où Moshe, ce petit bébé. D'accord? Et lorsqu'à 6 mois, elle accouche, elle a l'honneur de pouvoir allaiter son bébé pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, elle se dit comment je vais faire? Il est écrit dans le Midrash que des sorciers de, de Pharaon, ils savaient que le délivreur du Ham Israël allait sortir du peuple juif. D'où la raison pour laquelle aussi Pharaon souhaitait tuer les premiers-nés et les garçons spécialement. Elle savait cela, Yocheved. Elle savait que, en fin de compte, c'était la raison pour laquelle Pharaon souhaitait tuer les garçons. Qu'est-ce qu'elle a fait? Juste pour un bébé. Tuer tout le monde. Regardez ce qu'elle a fait, Yocheved. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yocheved? Elle a fait en sorte, premièrement, Le jaune. toutes les couleurs. Elle a dit jaune. Ah oui. Adam, Milan. Non, mais je crois qu'il est là, comme ça, Adam. Ah, d'accord. Prends-moi le bleu. Mais c'est ce qu'il faut faire pendant le CEDER, hein, vous savez. Là, on est en train de faire vraiment le CEDER. C'est ce qu'il faut faire pendant le CEDER pour ne pas, pour justement qu'ils écoutent. Qu'ils écoutent, surtout qu'on ne sert pas. Ah, exactement. Et je prends sur moi énormément. Pas quand on sort tout à l'heure, vous vous énervez. Non, non, non. Non, non. Bon, prochain. Tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Yocheved? Elle a voulu sauver le peuple juif par la naissance de Moshe Rabbeinu. Ça a été un déchirement. Elle a fait un berceau qui puisse tenir dans le Nil. Pourquoi elle l'a mis dans le Nil? Il y a écrit dans le Midrash, elle l'a mis dans le Nil parce que elle voulait que les sorciers disent à Pharaon que c'est bon, le délivreur du peuple juif a été mis dans le Nil. Tu l'as mis avant qu'on vienne la chercher. Oui, elle l'a mis juste avant qu'on vienne la chercher. Elle l'a mis dans le Nil pour quelle raison? Parce que pour que les sorciers disent à Pharaon, c'est bon, le délivreur du peuple juif a été mis dans le Nil. Et grâce à cela, il allait arrêter sa xéra, Pharaon. Vous avez compris? Je répète? J'ai compris, ouais. Je vais répéter. Apparemment, elle a arrêté sa libérale. Non, alors je vous explique. Non, justement, Non, si, parce que genre le divorce, ça, il est là. Donc, du coup, il va. là, je vous explique. Ah, parce qu'il a Paro, Paro, il a demandé à ce qu'on jette tous les garçons parce qu'il savait que le délivreur du peuple juif allait sortir d'un juif. D'accord? Logiquement. Donc, le jeter dans le Nil. En mettant Moshe Rabbeinu, le petit Moshe, dans le Nil, dans ce petit berceau, les sorciers allaient colporter, allaient dire, sans le savoir, allaient dire, on a vu dans les astres, etc., qu'effectivement, le délivreur du peuple juif a été déjà mis dans le Nil. Donc, à ce moment-là, Pharaon, il allait arrêter son décret. Mission accomplie, c'est bon, le peuple juif peut continuer à se multiplier, on s'en fout. Donc, en réalité, elle a fait deux choses extraordinaires. Premièrement, elle a protégé son enfant. Un déchirement, elle l'a jeté dans le Nil, dans un berceau. Elle savait pas ça allait être quoi ce qui allait se passer. Et je le dis très souvent, dans l'histoire du peuple juif, on ne sait pas qu'on est en train d'écrire l'histoire. Yocheved, elle ne sait pas qu'elle est en train d'écrire la plus belle histoire du peuple juif. Qu'est-ce qu'elle a Elle a fait? pas su, mais. Myriam, elle le savait. Mais à ce moment-là, hein, Amram, il y a écrit dans le Midrash, Amram, il lui a donné une claque à Myriam. Il dit, voilà, il est où le délivreur du peuple juif? Ça, il va mourir. Il va mourir. C'est une faute prophétesse. Comme ça, il dit à Myriam.
Comme ça, il dit son père, à Myriam. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yocheved? Elle a pas seulement mis dans un berceau, elle a mis aussi une petite roupa au-dessus. Elle a écrit dans le Midrash pour quelle raison? Parce que, au moins, c'est un peu triste, hein. Au moins, elle voyait au moins la roupa de son fils. Parce qu'elle n'avait pas le voir. C'est écrit tout ça dans le Midrash. Elle a fait tout ça pour, vraiment, elle a fait tout. Voilà. Mais quand on voit toutes ces histoires, on remarque bien, on remarque bien que c'était une femme. Écoutez bien, c'était une femme qui savait pas qu'elle était en train d'écrire l'histoire. Elle savait pas qu'elle était en train d'écrire l'histoire. Il faut bien comprendre ça. Parce que si on savait qu'on est en train d'écrire l'histoire, bah, c'est bon, on peut le mettre, c'est bon, ça va aller, il y a les crocodiles qui vont venir, mais en réalité, ça va pas toucher le. Voilà, on connaît toute l'histoire, mais on sait pas, hein. Elle savait pas qu'elle était en train d'écrire l'histoire. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il se passe que la femme de la fille de Pharaon, elle va se baigner, elle va se baigner dans le Nil. Pour quelle raison elle se baigne dans le Nil? Il y a deux versions. Il y en a une qui dit que elle avait la lèpre, donc elle était obligée de se tremper. Une autre version dit qu'elle était elle était en voie de conversion. Elle voulait se convertir pour le peuple juif, elle voulait se convertir et être juive à ce moment-là. Donc elle allait faire le mikvé, Batia. Exactement. Mais elle avait aussi des femmes de chambre avec elle. Lorsqu'elle va pour se tremper, elle était avec plein de femmes de chambre avec elle. Elle voit ce petit berceau à 40 mètres. Mais c'est toujours des bâtiments, pardon. Avant, c'était un autre nom. C'était un autre nom. C'était un autre nom avant. Vous avez raison. Elle écrit que Batia, c'est la fille de Dieu. Bat-Ya. D'accord? C'est pour ça qu'elle s'est fait appeler par la suite comme ça. D'ailleurs, par la suite, elle s'est mariée avec qui? Khaled Ben Yefouné, du peuple juif. C'est incroyable. Parce qu'elle s'est convertie. Et lorsqu'elle voit ce berceau, elle dit, Batia, elle dit à ses femmes de chambre, elle dit, venez, 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 allez prendre ce berceau pour qu'on puisse le sauver, ce bébé. On entend de loin des cris. Et les femmes de chambre, elles disent, mais c'est sûr et certain que c'est un juif. Tu peux pas, toi, venir et aller à l'encontre de ton père, c'est pas possible. On est obligé de le tuer, ce bébé. Qu'est-ce qu'elles font, les femmes de chambre? Elles vont pour chercher le berceau pour le tuer. Et écrit dans Midrash, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim à ce moment-là, il les a tous tués. Toutes ces femmes de chambre. Et là, Bathsheba se retrouve seule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, comment je vais aller jusqu'à là-bas? Moi, j'ai peur de mourir. Elle sait pas à ce moment-là que c'est le malach qui est venu et qui, encore une fois, on ne connaît pas l'histoire. Donc, elle a peur d'aller jusqu'à là-bas. Elle tend son bras, il y a écrit dans le Midrash que son bras, il s'est allongé sur près de 40 mètres pour pouvoir récupérer le berceau. Lorsqu'elle récupère le berceau, elle ouvre le berceau et elle voit là-bas une aura qui entoure le bébé. Et elle remarque cette magnificence qu'avait ce bébé, qui allait devenir par la suite, donc Moshe Rabbeinu, le Moshiach d'Israël, le délivreur du peuple juif. Elle essaie de chercher une femme pour allaiter. Elle dit à son père, voilà, j'ai trouvé un bébé, s'il te plaît, fais en sorte qu'on le garde. Lui, Paro, lui, il sait que c'est le Moshiach chez Israël, il a été tué. Bechavot, aucun problème, bien sûr. C'est un orphelin, il faut le protéger. Voilà. C'est elle qui l'a nommé Moshe. C'est elle qui l'a nommé Moshe parce qu'avant, il s'appelait Yekutiel. Yocheved, elle l'a appelé Yekutiel. D'accord? Pour une certaine raison, je me rappelle plus. Sa brite, elle a été faite. Non, il a déjà fait la brite. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il est né avec la brite. Il est né avec la brite. Donc, il savait que c'était un juif sans qu'il ait fait la brite. Elle recherche une femme pour pouvoir l'allaiter. Elle trouve une égyptienne. Il veut pas manger le bébé. Myriam, elle est là. Elle est toujours dans les parages. Et elle dit à Batia, elle lui dit, regarde, je suis sûr et certain, pourquoi ce bébé ne veut pas boire du lait? Parce que c'est une Égyptienne et c'est un juif. Et un juif, il ne boit pas du lait d'un goy, c'est pas possible. Khav Nochi. D'accord? C'est pas possible. Elle m'a dit qu'elle a dit que c'était quoi. Elle savait. Par la Brit Mila, elle savait. Elle savait que c'était un juif. Hein? C'est pas faux. Là, c'était pas africain. C'était du vrai vrai. Non, mais en plus de ça, c'est pas vrai. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, Myriam? Elle dit, regarde, il faut trouver une femme juive et moi, je sais qui est-ce qui pourrait l'allaiter. Elle va chercher qui? Yocheved. Et en fin de compte, il y a écrit dans le Midrash qu'elle a le mérite, Yocheved, de pouvoir allaiter son enfant pendant 2 ans. Pendant 2 ans, elle allait son enfant, elle allait Moshe Rabbeinu.
dans la maison de Pharaon, là où va vivre Moshe Rabbeinu le prochain. Elle savait que c'était son fils. Elle savait que c'était son fils. Parce que Myriam vient la voir, maman, c'est bon, il a été récupéré, il va pas être tué, il va pas être tué. Ça a été un miracle extraordinaire. Donc le fait qu'elle ait pensé au peuple juif, regardez bien, elle ait pensé au peuple juif d'avoir mis ce berceau dans le Nil, ça a fait en sorte qu'elle ait pu avoir le mérite de pouvoir allaiter son enfant. Parce que c'est grâce à cela que Pharaon, il a arrêté son décret, etc., etc. Oui. Ça fait combien de temps qu'on raconte l'histoire? Racontez comme ça aux enfants. Ensuite, ce qui se passe, ce qui se passe. Non, vous allez voir. Vous allez voir, il y a tellement de vomi d'arachide. Bah, faut donner à manger aux enfants, hein. Ouais, c'est vrai. Faut donner- Des noix, il y a un mec. Le Rav Joseph, il mangeait juste après Kadesh, juste après le Kiddush, il mangeait des œufs, des trucs comme ça pour pouvoir, voilà, pas être affamé. C'est pas maintenant, hein. Et par la suite, ce qui se passe, c'est que Moshe, à l'âge de 3 ans, donc il a déjà quitté sa maman, à l'âge de 3 ans, il est à côté du trône avec Bathia, la fille de Pharaon. Et là, qui s'y fait le petit Moshe, il prend la couronne de son grand-père, d'accord, et il la met sur sa tête. Si ça avait été un Égyptien, ça aurait été quelque chose de banal. Mais vu l'historique de ce bébé, il a eu très très peur, Paro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y avait dans les parages parmi les ministres? Bilham, qui par la suite va essayer de détruire le peuple juif dans le désert, etc. Un des conseillers de Pharaon. Et là, Bilham, il dit à Pharaon, il dit, c'est un juif, c'est sûr et certain que c'est lui qui va délivrer le peuple juif, tue-le. Et là, Bathia, elle est là, elle a une sagesse extraordinaire, elle parle à son père avec tant de délicatesse, et Pharaon, il ne fait rien. À l'âge de 17 ans, pendant toute cette période, Moshe savait qu'il était juif. Il allait étudier chez son père, Amram, en cachette. Il a étudié pendant des années en cachette chez son père. C'est pour ça qu'il a tenu au prophète. À l'âge de 17 ans, il sort du royaume et il voit que le peuple juif, qui n'était pas vraiment à l'entrée du royaume, en esclavage, c'était plutôt à l'extérieur, bien à l'extérieur, à Pithom et Ramsès, bien plus loin. Et il voit que le peuple juif est en esclavage. Il voit là-bas qu'il y a un Égyptien qui est en train de frapper un juif. Qu'est-ce qu'il fait, Moshe? Il tue cet Égyptien et il le recouvre avec du sable. Il a écrit comme ça, c'est un malard, il a sorti juste le Shem Hashem, il a tué comme ça l'Égyptien. Bon, on va pas rentrer dans les détails aussi pointus. Et il tue cet Égyptien. Le lendemain, il repart là-bas et il voit que Dathan va à Aviram, deux juifs, ils sont en train de se disputer. Et là, Moshe, il dit, pourquoi vous disputez? C'est pas bien de se disputer, peuple juif. Il dit, mais qui tu es, toi, pour parler? Hier, tu as tué un Égyptien et tu veux, toi, donner justice. Et là, il a eu très, très peur, Moshe. Il dit, on va me colporter. C'est ce qu'ils ont fait. Dathan va vers ils sont partis voir directement Paro. Ils lui ont dit, Moshe, ton soi-disant fils, il a tué un Égyptien hier. Il y a écrit dans le Midrash que Moshe, il était déjà revenu au royaume. Et il était déjà revenu au royaume. Lorsqu'il a entendu que Dathan et Abiram sont venus me colporter, il a eu très peur. À ce moment-là, Paro, il a dit, il doit être mis à mort. Tous les ministres ils étaient à côté, ils ont rien fait. Le Midrash nous apprend qu'en réalité, à ce moment-là, Kadesh Baruch Hu, il a fait un miracle. Il les a mis sourds. Ils sont tous devenus sourds. Tous les ministres sont devenus sourds. Un autre Midrash nous apprend que non, ils sont pas devenus sourds. Ils ont voulu mettre en application le décret de Pharaon. Et là, Kadesh Baruch Hu, il a fait descendre un malach qui était de la même image que Moshe Rabbeinu. Ils l'ont attrapé à lui. Entre-temps, donc, Moshe Rabbeinu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de Mitzrayim, il sort d'Égypte, et il se retrouve dans le désert, face à une contrée qui s'appelait Couche, la ville de Couche. Parce qu'il faut savoir qu'il a rencontré sa future que bien des années plus tard, que 57 ans plus tard. Pour quelle raison? Je vous explique ce qui s'est passé derrière l'histoire. Oui, c'était des Noirs. Oui, c'était vraiment des Noirs, parce que même Tsipora, il y a écrit comme ça qu'elle était couchite, Isha couchite. D'accord? Donc,
Moshe se retrouve face à une armée qui était aux portes de cette ville incroyable qui s'appelait Couche. Et il remarque qu'en réalité, c'était tous les soldats et le souverain de Couche qui étaient à l'extérieur. Moshe, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, il y a là-bas Bilham. Bilham, il nous a annexé notre terre, il nous a pris en otage nos femmes et nos enfants. Et on peut plus rentrer. Il y a les murailles, on peut pas rentrer. Il a même fait une porte inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il a mis là-bas un bassin qui faisait plusieurs dizaines de mètres qu'avec des serpents. Impossible de rentrer là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Il essaie de rentrer par tous les moyens. Pendant 9 ans. Entre-temps, Moshe, il a été non seulement accepté par les soldats et par le souverain, mais aussi, étant donné qu'il avait un règne incroyable, Moshe Rabbeinu, il était grand, beau, fort. Il avait aussi vraiment un règne, une grâce comme ça qui sortait de lui. Il l'a pris en tant que sous-souverain, le souverain. Au bout de 9 ans, le souverain, il meurt. Il laisse derrière lui un enfant et une femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ils veulent proclamer donc un nouveau souverain. Ils veulent proclamer un nouveau souverain. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on veut que ça soit Moshe notre souverain. On veut que ça soit Moshe. Il devient souverain. Les soldats, ils viennent le voir. Ils disent, Voda Meller, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a besoin de rentrer et retrouver nos femmes et nos enfants. Il dit, regardez, moi j'ai une solution. Le Midrash nous apprend que Moshe leur a dit, allez dans la forêt, recherchez là-bas des autruches, tout particulièrement des autruches, ok, le petit de l'autruche, qui vient de naître, qui vient d'éclore, et vous allez attendre qu'il arrive tout seul à voler, qu'il arrive tout seul à voler. Les soldats, ils font ça, ils restent dans la forêt pendant quelques temps, ils prennent le temps que ce petit bébé autruche, puisse et arrive à voler tout seul. Ensuite, lorsqu'arrive le moment, ils vont voir à nouveau Moshe Rabbeinu. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils disent, laissez-les 2 jours sans manger, qu'ils soient affamés. C'est ce qu'ils font au bout de 2 jours. Moshe les appelle. Il leur demande donc de reprendre avec eux ces petits autruches-là, ces petits autruches. Et ils vont devant cette muraille où il y avait tous les serpents. Moshe demande, lâchez maintenant les autruches. Ils sont affamés, ils vont manger tous les serpents. Et c'est ce qui se passe. Ces autruches mangent tous les serpents. Ils ont réussi à avoir accès donc à Couche, à la ville de Couche. Ils annexent à nouveau au prochain cette ville. Et ils reprennent leurs femmes et leurs enfants. Et Bilam est contraint donc de partir. C'est ce qui se passe. Étant donné qu'ils étaient très, très, très heureux d'avoir vu tout cela, ils proclament officiellement que Moshe Rabbeinu soit le roi de Couche pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il règne sur la ville de Couche. Un jour, la femme de l'ancien souverain, elle dit, regardez, moi, mon fils, il commence à grandir, il est grand maintenant. Il doit prendre logiquement, c'est le règne du sang. Il est obligé de devenir maintenant lui-même roi. On peut pas laisser Moshe. Moshe, il accepte. Il dit, évidemment, moi, je suis là, je débarque, d'accord? Ils prennent ma place et moi, je suis obligé de partir. Il part, au bout donc de plus de 50 ans, et il se retrouve dans la ville de Midian. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe à Midian? Il y avait Yitro. Yitro, il était lui Cohen Midian, le grand prêtre. Comment? Non, je dis, voilà, entre tout, il y a une ville, couche. Ouais, Ouais, couche, Midian. Il y a un enregistrement. Hein? C'est tout. Je savais pas comment je suis revenu du coup comme ça autour de nous. Beaucoup, beaucoup d'années. Énormément d'années. Imaginez-vous qu'il délivre le peuple juif qu'à 80 ans, alors qu'il est sorti d'Égypte à l'âge de 17 ans. Faut bien comprendre. D'accord? Il meurt au bout de 40 ans dans le désert, à 120 ans. D'accord? Donc c'est logique dans l'historique. Il n'est pas resté pendant 50 ans à Midian. Il est resté en réalité pendant 40 ans à Couche, plus 9 ans. Ça fait 49 ans en tout. D'accord? Donc ensuite, il se retrouve à Midian, mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Yitro, lui, il était quoi Midian? C'était le grand prêtre. Imaginez-vous aujourd'hui le pape. D'accord? Et au fur et à mesure du temps qui passe, il se dit, c'est faux toutes ces idolâtries.
et il commence à remettre en question toutes les idolâtries. Ses élèves, ils commencent à voir que notre soi-disant pape, il commence à faire teshuva, Kilou, ils le dégagent. Ils le dégagent, ils veulent même le tuer à un certain moment. Entre-temps, lui, Moshe, il arrive, et il retrouve là-bas les 7 filles de Yitro à côté du puits. D'ailleurs, c'est intéressant, entre parenthèses. Toutes les femmes, les grandes femmes du peuple juif ont été retrouvées à côté d'un fleuve. Rivka, elle a été retrouvée par Eliezer pour être admise dans la maison de Abraham en tant que femme de Yitzhak devant un puits. Parce que le puits, il est monté vers elle, elle a donné à boire à Eliezer. On connaît toute l'histoire. Rachel Imenu, elle a été retrouvée aussi à côté du puits. Yaakov, il a pris la pierre avec un doigt, la grosse classe comme ça, à côté du puits. D'accord? Pour quelle raison? Parce que El Maïm est la Torah. Parce que la Torah, elle peut venir que à partir d'une rivière, à partir d'une source d'eau. Et c'est ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Tzipora et Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc Moshe, il retrouve il trouve sa future face au puits. Et là-bas, il y a des bergers qui veulent tuer et faire du mal aux filles de Yitro. Hein? Tu accouches là? Non, c'est à Midian maintenant, on arrive Ah à Midian. oui. Je vais vous donner Waze. C'est ça, je veux bien le. Mitzraïm, Couche, Midian. D'accord? Mitzraïm, Couche, Midian. Il y a 3 villes, ça raconte. D'accord? Et donc, ils veulent tuer des filles de Yitro, parce que voilà, on sait ce qui s'est passé avec le père, etc. Et Moshe, il vient, bon, Hachem, il arrive à les sauver. Il sauve les 7 filles. Les 7 filles de Yitro, ils vont voir leur père. Ils disent, voilà, il y a Moshe, il y a un certain monsieur qui est venu nous aider, il nous a sauvés. Et ils demandent à ce que Moshe, il vienne. Moshe, il vient, il lui pose quelques questions, et il s'avère qu'en réalité, c'était l'ancien prince d'Égypte, mais aussi l'ancien souverain de Couche. Donc il a très très peur avec cet homme-là. Il se dit, ça doit être un émissaire de quelque chose et tout. Il a très peur. Et il dit, je vais le mettre en prison. Il le met en prison pendant un an. Il dit à sa fille, il dit à ses filles, désolé, je sais qu'il vous a sauvé et tout ça, mais j'ai très peur de lui. Je préfère le mettre. Il commençait sa voie de conversion. Ça prend du temps. D'accord? Et donc il le met au cachot pendant un an, mais pas seulement en prison Stam. Il ne donne pas ni à boire ni à manger pendant un an. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Tsipora? Elle se cache, elle se faufile, elle se partit faire chidour de temps en temps, d'accord? Et elle lui donne à manger en cachette. Au bout d'un an, elle dit à son père, elle dit, regarde papa, viens, on va délivrer Moshe. Il est déjà mort. Ça fait un an qu'on ne lui donne pas à manger. Il est d'accord. Alors, on va faire un deal. S'il est pas mort, tu le délivres. Et tu verras que c'est le fils de Dieu. Il va là-bas, il voit que Moshe, il est en bonne santé. Il a mangé de la dafina pendant un an, la glace, le gars. D'accord? Donc ça va pendant un an. Et là, il se dit, c'est sûr et certain que c'est le fils de Dieu, je le délivre. Et il se marie avec Tzipora. À combien de temps tout ça? Genre à partir du moment où il a vu, Un an. il a vu Moshe, Un an. Un an. Et ensuite, on connaît l'histoire de ce qui s'est passé. Parce qu'ensuite, il demande à Moshe d'être le berger. D'ailleurs, là aussi, c'est intéressant. Il y a Yaakov, le berger de Lavan, Moshe, le berger de Yitro. Pourquoi être berger? Parce que les seuls et uniques vrais guides du peuple juif, c'est ceux qui ont réussi à guider des êtres qui n'ont aucune conscience. David Ameller, qui était berger aussi. Ils n'ont aucune conscience. Pourquoi? Parce que l'humilité, il vient lorsque tu apportes à une personne qui ne peut pas te donner en retour. Et c'est ça justement qui fait tout le guide du peuple juif. Yaakov Avinu, Moshe Rabbeinu, David Ameller. Il y a écrit dans Midrash qu'un jour, il y a une brebis qui sort du troupeau et qui monte sur une montagne. Et il va la récupérer. Et il se retrouve face à un étang d'eau, il voit que la brebis est en train de boire. On raconte aux enfants, hein, une fois j'ai entendu Maran Rabbeinu Ben Yosef en train de raconter cette histoire. J'étais dans le bus et lui il racontait le Motsei Shabbat, il racontait cette histoire. Il disait, Moshe, il a pris cette brebis, je ne savais pas que tu avais soif. Il le prend comme ça dans les bras, il lui prend un verre d'eau, Shakol, Niyabil, il lui donne à boire, d'accord? Il caresse la brebis et il la redescend. Avant de redescendre, il voit ce buisson. On connaît tous l'histoire, on va abréger tout ça parce qu'on connaît tous l'histoire.
le buisson ardent, etc., etc. Jusqu'à qu'il s'avère donc c'était lui qui doit être le délivreur du peuple juif, et il doit être donc l'émissaire d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir délivrer le Ham Israël. À l'âge de 80 ans, il quitte Midian pour se retrouver en Égypte et aller à la rencontre à nouveau du peuple juif, aller à la rencontre à nouveau de Yocheved, Myriam, Aaron, etc., pour dire que ça allait être lui le délivreur du peuple juif. Entre-temps, hein, pendant toute cette période-là, Myriam, hein, avec non, non, parce qu'après, il devait revenir. Bon, il y a eu une certaine période où justement, lorsque l'homme Israël ils sont sortis d'Égypte, ils se sont retrouvés avec Yitro. Mais quand est-ce? Après Kriyat Souf. Après après Kriyat Souf, que après. Parce que Yitro, il a vraiment fait Teshuvah lorsqu'il a vu qu'il y a eu Kriyat Souf. Top. Et, non, c'est du pipeau. Attention, hein. Aujourd'hui, c'est affiché, pas de problème. Et, et donc, Moshe, ça, je vous l'avais dit la dernière fois, on retrouve en réalité, après toute cette grande histoire qui est autour de Moshe Rabbeinu, parce que pourquoi c'est important de raconter ça? Parce que Moshe, il est devenu Moshiach chez Israël. C'est vrai qu'il était promu à être comme cela depuis la naissance, par la prophétie, etc. Mais il y a eu une histoire derrière. Ce qu'il est devenu par la suite, c'est grâce à ses efforts personnels et il a pu devenir ce qu'il a pu devenir. Parce que le Mashiach, il peut venir à chaque instant. C'est possible que le Mashiach, il est né. Il est né il y a 100 ans. Mais qu'en fin de compte, le Ham Israël n'était pas assez. Donc, en réalité, autour d'un Moshiach d'Israël, de celui qui va sauver le peuple juif, il y a aussi le peuple juif. Il y a aussi la personne en elle-même. D'accord? Donc, c'est important de raconter son histoire. Moshe, il est devenu ce qu'il est devenu grâce à lui. D'accord? Moshe, il était kavet P et kavet Lachon. Il bégayait. Ça, je le raconte très souvent, ce midrash, très intéressant, parce que non seulement il bégayait, c'est qu'il n'arrivait même pas à prononcer certaines lettres. Et Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe de se retrouver à côté, à côté du Nil pour retrouver là-bas Pharaon à 3 heures du matin. Pourquoi? Ça, je l'avais raconté la dernière fois. Parce que Paro descendait dans le Nil pour faire ses besoins. Parce qu'il se disait, lui, le Dieu. Et donc, le Dieu, lui, il va pas aux toilettes, hein. D'accord? Rien. Il va pas aux toilettes. Et donc, à 3 heures du matin, il descend vers le Netzahama, il descend pour aller dans le Nil, soi-disant, et pour lâcher ce qu'il faut lâcher. D'accord? C'est comme ça, c'est écrit dans Midrash. La Sot Rachav. Et lorsque Moshe, il arrive, à 3 heures du matin, sur les escaliers qui descendaient vers le Nil, là, Pharaon, il voit noir. C'est qui s'y fout là, lui? Et là, Moshe Rabbeinu, il commence à lui parler, mais n'oublions pas qu'il bégaye. Et lui, il en peut plus. D'accord? Lui, il en peut plus. Paro, il a envie d'aller aux toilettes. Mais lui, il bégaye, Moshe. N'oublions pas. Il bégaye. Alors, Joseph, une fois, il a raconté comme ça l'histoire, et il disait que comme ça, il faut raconter aux enfants. C'est rigolo. Et Moshe, il commence à lui parler tout doucement, et Paro, il en peut plus, jusqu'au moment où il lui dit, regarde, je ne peux pas attendre, laisse-moi partir. Il dit, mais pourquoi? Si je te le dis, mais il le dit à personne, je suis obligé d'aller aux toilettes. Bechavot, Bechavot, vas-y, il fallait me le dire plus tôt. Et là, Moshe, il lui demande, vas-y, Bechavot, fais ce qu'il faut, et après, on revient, on doit parler. Évidemment, Moshe, entre-temps, il part. Et maintenant, il sait, enfin, il le savait déjà qu'en réalité, Pharaon, c'était du nul. D'accord? Le lendemain, il va voir donc tous les Skinim, tous les anciens du Ham Israël. Il va voir aussi Aaron, son frère. Il va voir son père, Amram, Yocheved, etc. Il leur dit, ça y est, on doit délivrer le peuple juif. Il demande à Aaron à Cohen de venir avec lui au palais. Le palais, il y avait 400 portes. Pourtant, Paro, il était tout petit. La mesure de 3 pommes, ça vient de là, hein. Il mesurait vraiment 3 pommes. 40 centimètres. C'était pas un nain, c'était la moitié d'un nain. D'accord? Tout petit. 40 centimètres. Pourquoi il y avait 400 portes? Parce qu'en général, lorsqu'une personne n'a pas besoin de se justifier de quelque chose, pas besoin de.
Alors, on a une porte, nous, c'est suffisant. Par exemple, vous alliez à l'époque chez Rav Kanevsky, c'était une ruine le truc. Chez Rav Steinemann, c'était une ruine. Ce sont des grands hommes qui n'ont pas besoin de se justifier de leur grandeur. Lui, c'est un petit homme qui avait besoin de se justifier de sa grandeur. Donc, il avait 400 portes. Et sur chacune des portes, il y avait des gardes. C'était qui ces gardes? Des lions. Des lions. Qui s'étaient attachés avec des chaînes. Lorsque Moshe arrive, c'était comme des petits toutous. Ils sont venus, ils se sont prosternés les lions, et ils ont laissé passer. Lorsqu'ils sont rentrés, Paro, il a eu peur. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Rentrez, c'est chez moi ici, non? C'est chez moi. Il dit, mais comment vous êtes rentrés? Il y a des lions. Il dit, ah, les petits chiens. Venez, venez. Il dit, allez, venez. Les petits chiens, venez. Il commence à rentrer les lions. Paro, il a très, très peur. Il a écrit dans le Midrash ce qu'il fait sur lui à ce moment-là. Pourquoi c'est important ce Midrash? Parce que là, tous les ministres qui étaient autour, ils ont compris qu'en réalité, c'était du fou. Par la suite, il y a écrit qu'il y a même des rats qui sont venus et qui l'ont mordu de partout à Paro. Et là, il a commencé à crier et tout l'Égypte, par miracle, tout l'Égypte a entendu les cris de Paro. Et là, donc, il s'est complètement décrédibilisé. L'histoire doit être racontée de cette façon. C'est que le début. Après, il y a les diplés. Comment raconter les diplés? C'est très important aussi de savoir comment raconter les diplés. Bezrat Hashem, ce sera un autre chiot. C'était avant. Tout ça, c'était avant. C'était avant les diplés. Donc, il y a toute une histoire derrière qui est très importante. Vraiment très importante. Lorsqu'on raconte comme ça à nos enfants, non seulement on leur raconte l'histoire de la sortie d'Égypte, mais on fait en sorte qu'ils restent assis. D'accord? Lorsque vous arrivez au... Là, là, ce que vous allez lire, regardez. Moi, j'ai rapporté une Agada. Au début, les premiers passages, c'est l'importance de raconter l'histoire. Donc, c'est un énoncé. Et ça, tout ça, il faut lire. Maaseh Berabbi Eliezer. Oui, ça, vous pouvez le lire en hébreu, mais sans spécialement raconter. Là, il n'y a rien à raconter. Là, il n'y a rien à raconter. C'est juste pour dire l'importance de raconter la sortie des Égypte. Maaseh Berabbi Eliezer vers Betafon, Shayom Isuvim Bivnei Brak, mais ça pris Beyitziat Misraïm, Koloto Alayla. Ensuite, la deuxième partie, c'est de dire que sache que sur ta table, c'est possible il y a des enfants qui sont moins dans la Torah que d'autres. C'est possible que tu as des personnes qui sont moins dans la Torah que d'autres. On a de tout. Ça, j'avais dit la dernière fois que Tzibour, le mot Tzibour, c'est la lettre Tzadik, Yud, Bet, Vav, Resh. C'est quoi Tzadik? Un Tzadik. Bet, c'est Benoni, Veracha. Et au milieu, il y a Kadosh Baruch Hu. Dans un Tzibour, il y a tout. Un Tzibour, il y a tout. Il faut bien comprendre que le Ham Israël, il est fait comme ça, il est composé comme ça. Donc, Tam, Racha, Chacham, Shenoyod Dalishol, ça, c'est juste des énoncés. Sache comment raconter à chacun. La façon à laquelle je vous ai raconté maintenant, hein, la façon à laquelle on raconte en général à des enfants, mais ça peut être apprécié aussi à bien d'autres personnes. Parce qu'on aime l'histoire du peuple juif. On aime la raconter, l'histoire, avec des midrashim qui sont inconnus. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'on voit que, à la sortie d'Égypte, lorsque Kriyat Souk, lorsqu'il y a eu la séparation de la mer, selon certains, il y a eu 400 miracles à ce moment-là. 400 plaies, pardon, 400 plaies. C'est quoi ces 400 plaies? Et il y en avait autant des miracles. Je vais raconter la dernière fois que lorsqu'il y a eu la séparation de la mer, ils n'avaient pas de quoi manger. Comment ils faisaient pour manger? Il y a eu des arbres qui ont poussé, des arbres fruitiers qui ont poussé. Et ils ont même posé la question à Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il faut faire la bracha ou pas sur ces fruits? Parce ils ont poussé avec miracle. On ne fait pas de bracha lorsqu'il y a quelque chose qui sort avec un miracle. D'accord? Donc, c'est très intéressant, tout ce qu'il y a autour, plein de midrashim. On n'a pas toujours le temps de tout préparer. Donc, on prépare l'histoire. Pas besoin de rentrer dans trop de détails. Et ça, c'est l'histoire importante. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, on était Ovdei Avodazara. On était idolâtre. Comment on était idolâtre? Eh bien, on était idolâtre parce qu'il faut pas oublier qu'on était en Égypte à cause de qui? À cause de la haine gratuite des frères de Yosef. On est tous descendus et ensuite on était dans le pays le plus idolâtre. Et malheureusement, beaucoup se sont intégrés au peuple égyptien et même, ils ont fait même de l'idolâtrie. Mais comment on a été protégé? On a été protégé grâce au fait qu'on a gardé notre langue, on a gardé nos habits, et on a gardé, voilà, notre comportement, le comportement du juif. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. D'accord? C'est juste ça. Donc, tout ça, c'est juste énoncé. Quand est-ce que ça commence réellement, le conte? C'est Ulman Mad Bikesh Lavan Arabi. Ce que je vous ai raconté. Donc, Lavan,
Yaakov Avinu, les 12 tribus, on est descendu en Égypte à cause de la haine, faut pas oublier. Tout ça, ça a raconté. Et après, oui, il faut lire. Mais il faut lire, pas besoin de s'arrêter sur chaque petite lettre et sur chaque petit mot pour expliquer. Les gosses, ils vont pas rester. Les gosses, ils vont pas rester. D'accord? La traduction, elle n'a même pas besoin de la faire lorsque vous racontez de cette façon. On doit raconter, Aucune de traduction. raconter ou de poser des questions. Racontez. Ouais, bah, ça dépend de chaque enfant. Vous avez des enfants qui préfèrent écouter. Je vous assure, lorsque vous arrivez au GAN et vous voyez 30 gosses qui sont assis en train d'écouter la Morah, je vous assure, ils ne posent pas de questions, hein. Ils racontent. Ils racontent. C'est que comme ça. Voilà comment il faut raconter. Et ensuite, Bezrat Hashem, il y a les diplés. Expliquer les diplés. Mais c'est tellement magnifique, tous les midrashim qu'il y a sur les diplés. Bezrat Hashem, on en parlera dans d'autres shiurim. Est-ce qu'il y a des questions? Mesdames, j'ai voulu faire vraiment sur la Haggadah parce que c'est vraiment la mitzvah de Pessah. Et c'est dommage de faire autant de ménages, etc., etc., et qu'à la fin, il n'y a rien. D'accord? Donc voilà donc l'importance de cela. Est-ce qu'il y a des questions? En combien de temps? Il y a un midrash qui dit qu'ils ont traversé en quelques heures, d'autres qui pensent en une semaine. Mais bon, c'était beaucoup plus rapide, en quelques heures. Parce qu'ils n'ont pas traversé réellement toute la mer, ils ont fait un demi-cercle. Bah oui, ils ont fait un demi-cercle. Ouais. Parce que en fin de compte, ils sont restés dans le désert, ils ne sont pas arrivés en Israël. Sinon, ils seraient arrivés à Eilat. Ah oui, c'est très joli, hein, les profondeurs. Mais vous savez, la pire chose, ça, je sais pas, je crois que vous étiez au show quand j'ai donné ça. Il y avait une chose qui manquait pour que Moshe Rabbeinu y rentre. Et ça aurait aidé. Oui, mais qu'est-ce qui manquait à ce moment-là? Lui, il avait prié. Mais si le peuple juif, au lieu de regarder Moshe et dire, oh, miskin, au lieu de dire ça, ils avaient prié, c'est vrai. Waouh, final, Ah, un fond, je donne tout de suite un autre chiffre. Et la pchicha, alors, la pchicha. La pchicha, alors. Ça me perturbe parce qu'on dit justement il faut prier, il faut avoir beaucoup de quand on prie des C'est tout, hein, c'est stratagèmes, les prières elles sont entendues et tout, mais là il va carrément dire arrête de prier. Donc, Ouais. Mais le Ham Israël, il n'a rien foutu. Ils sont restés en train de dire, miskin. Mais du coup aussi parce que le fait que la première fois il a inventé des étapes avant, Oui. il les a cassés. Et après, il a prié. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Non, c'est même pas à cause de ça. Non, non, ça n'a aucun rapport. Il a bien fait de le faire. Il a eu cet ajustement de le faire, ça. Il manquait que la prière du peuple juif. Et on le voit, hein, le peuple juif, il n'est pas facile, hein. Génération après génération, hein. C'est dur à cuire, hein. C'est dur de se dire que. si Hachem il a dit à Moshe d'arrêter de prier, qu'est-ce que nous on va dire Et à Kadosh Baruch Hu, il n'aurait pas pu dire au peuple juif d'arrêter de prier. Ah, il n'aurait pas pu le Ah dire. ben non. Ils n'avaient pas accès direct de toute façon à Hachem, hein. Je sais pas, je me mets à la place, si le Dolador est en train qui prie et qu'Hachem lui dit d'arrêter de Et prier. pourquoi il lui a demandé d'arrêter? Parce qu'il lui a dit, si tu continues à prier, je suis obligé de t'écouter. Ah, bah oui, J'ai pas envie de t'écouter. Hein? Parce que c'était la xéra sur Moshe. Parce que si Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a aujourd'hui. d'accord, mais c'est ça, ça veut dire comment nous, en tant que peuple, on peut dire on va. Hachem, il a décrété, Moshe Rabbeinu ne peut pas changer ça, nous, on va. Parce que le Ham Israël, il est plus fort que tout. Le peuple juif, il est plus fort que tout. Akadosh Baruch Hu peut tout changer. Juste par la prière d'un juif. Et après, Moshe, il a pas, je sais pas, il a pas de Ah, ça, il m'a saoulé, là, ça. À qui pas? Peut-être que La, ça n'a la pas phrase, été le fait qu'il a pris des excellents du peuple aussi. mais évidemment, mais il a prié. Oui, mais peut-être le fait qu'il ait pris pour le peuple. Mais vous Il vous n'a pas eu rendez ça. compte, c'est ça le pire pour le peuple juif. C'est ce qu'on doit apprendre. Mais c'est pas ça. C'est qu'il a prié pour plaider le peuple juif pour ne pas qu'il soit détruit. Au point, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne veux même pas, si mon nom dans toute la Torah, je ne la veux pas, mon nom, mais au moins pardonne le peuple juif. Il s'est pris plein la tronche, hein? Ça, toute sa vie, c'était pour le peuple juif. Oui. Et qu'est-ce que dit le Ham Israël lorsqu'ils ont dit, ah, c'est bon, il a réussi à prier pour nous. Mais Miskin, lui, il peut pas rentrer. Ah là, prie toi aussi. Bon, on y était, hein. Et si pour elle, elle est rentrée avec lui.
Où ça? Ah, je sais pas, c'est intéressant. Je sais pas. Non? Je crois que c'est pour elle, elle est née avant. C'était avant qui. Je crois. Avant que je sois Il n'y a là. que quelques-uns qui sont rentrés, qui restaient depuis la sortie de Jésus. Comment ils s'appellent déjà les enfants de Charmélie? Il y avait, non, Nadav et Abihu, c'est de Aaron. Bah, Pérez, c'est, mince, Non. j'ai oublié. Il Ah, y en avait deux, Nahon. deux enfants. Ah, mince, j'ai oublié. Avec toute l'histoire que je lui ai racontée, j'ai oublié. Ouais, pareil, tout le truc, impressionnant. Oh là là. Oui, c'est Rosh Chodesh. Hazak.